C'est un fou de musique, Stéphane Le Rouge. Bienvenue Stéphane. Bonjour Il Patrick. y a 20 ans, chez Universal, grande maison de disques, vous vous êtes dit, mais bon sang, toutes ces musiques de films, tous ces chefs-d'œuvre, on les trouve plus, c'est impossible. Eh ben moi, je vais les refaire, je vais les rééditer, je vais rencontrer tous ceux qui les ont faites. Ça fait 20 ans que ça dure, ça s'appelle Écouter le cinéma, point d'exclamation. Oui. C'est formidable pour tous ceux qui aiment ça. Alors, on était content aujourd'hui de fêter cet anniversaire avec des rééditions, on va en parler. Stéphane, pourquoi les musiques de films, c'est si génial ? C'est une question. Vous avez 3 heures, Patrick? Oui, Non. au-delà même. C'est génial parce que c'est une trace du film. Je trouve que la mission d'une bonne musique de film, c'est à la fois de permettre à un compositeur d'écrire une musique à la première personne à travers l'univers d'un autre créateur qui le mettait en scène. Et souvent, la trace, le souvenir qui nous reste des films, une fois la projection terminée, c'est la musique. Ouais. D'ailleurs, quand on vous entend parler avec cette musique-là, on voit presque un film, on voit à bout de souffle. Écoutez ça. Musique donc Martial de Solal. Martial Solal, New York Herald Tribune. Ouais. On voit Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo, rien qu'en entendant ça. Ouais. C'est la magie d'une époque, de la nouvelle vague. C'est aussi Martial Solal qui vient du jazz et qui aborde l'écriture pour cordes. C'est vraiment une époque, quoi. Et je trouve ça un charme fou. Et la richesse de la collection d'Écouter le cinéma, ça a été bien sûr aussi de représenter le cinéma de la nouvelle vague, mais par ailleurs de rééditer, mettons, la musique de l'Homme Orchestre, de François de Roubaix, et que tous les cinémas et tous les styles de musique cohabitent. Oui, par exemple, ça, là, on va entendre, c'est un truc, cette fois, on s'embarque à Rio, on imagine Jean-Paul Belmondo qui court après d'Orléac, et évidemment, c'est l'homme de Rio. C'est l'homme de Rio. La musique est là. La musique est là. Et la même année, Georges Delerue fait Le Mépris de Jean-Luc Godard. C'est-à-dire que les compositeurs de cette époque sont comme ça des voyageurs qui passent vraiment du cinéma de recherche, d'une forme d'avant-garde, à des films d'auteur grand public comme L'Homme de Rio. Oui, Henri Verneuil, lui, quand il imagine le casse du siècle, il y aurait par exemple Gabin, Ouais. il y aurait Belmondo, et ça se terminerait autour d'une piscine, Delon, oui. avec Delon. Avec Ça Delon. serait Mélodie en sous-sol. Ouais. Moi, je trouve ce final magnifique. C'était une grande joie de rééditer cette partition parce qu'on sait aujourd'hui que la fin du film était beaucoup plus conventionnelle. Gabin partait dans sa voiture, dans sa Cadillac avec le magot. Et ils ont improvisé sur le tournage cette séquence avec les billets qui remontent à la surface de la piscine. Et c'est Michel Magne qui a fait parler comme ça les regards silencieux de Gabin Delon des deux côtés de la piscine et qui a magnifié, qui a écrit une musique grandiose sur un fiasco. Oui. C'est ça le concept et c'est sublime. Écoutez, rien que pour le plaisir, écoutez ça. Voilà, ça, c'est un coffret, il y a 2 CD, et c'est bourré d'interviews parce qu'il y a un véritable livre. C'est les compositeurs ou les cinéastes qui racontent leurs rencontres avec ceux qui ont inspiré leur film quelque part. C'est-à-dire que quand on a conçu la collection au départ, on s'est dit que il y a un aspect qui est la musique, c'est le support principal, mais qu'il fallait qu'on accompagne ce travail d'un rédactionnel, c'est-à-dire d'une série de rencontres avec les compositeurs ou les cinéastes, ou les deux, et que chacun raconte son point de vue. Et puis on s'est dit, pour ces 20 ans, que ce serait sublime finalement d'essayer de faire une sélection subjective, arbitraire, de rencontres emblématiques qui ont jalonné ces 20 ans. Et moi, ce livre-disque me réjouit parce qu'avoir, mettons, Robert Hossein en sandwich entre Quincy Jones, Stephen Sondheim, Morricone, etc., ça fait une espèce comme ça de panel très ouvert qui reflète la diversité de la collection. Antoine Duhamel, tiens, Pierrot le Fou, Godard. Là, l'ambiance y est aussi. L'ambiance y est, et puis surtout, c'est une partition c'est un thème précisément que Duhamel a écrit sur la fameuse séquence où Anna Karina et Belmondo traversent la Durance habillés. Et Godard a ressenti à l'enregistrement tout de suite cette musique sur cette séquence. Il l'a placée sur la séquence en question, c'est-à-dire qu'ils sont compris tous les deux sans absolument se concerter. Et c'est un exemple de compréhension absolue, mais sans mots. Oui. Et puis si je vous dis Michel Legrand, là vous dites c'est un géant. Un géant, c'est un monstre sacré. Oscar Hollywood. Ouais. Alors évidemment, il va composer La vie de château. C'est Jean-Paul Rapneau. Ouais. C'est très très beau, j'adore ce thème, j'adore la collaboration entre Rapneau et Michel Legrand, parce que Legrand casse le moule de la musique dite de comédie. Il y avait souvent des musiques de comédie jusqu'alors dans lesquelles on appuyait, on stabilobossait par la musique tous les effets comiques. Et là, il écrit
une musique qui est un contrepoint de lyrisme, de sentiment, à la drôlerie et à la rapidité des situations très virtuoses tricotées par Rapneau. Ouais. J'adore ça. Hommage à plein de compositeurs. Tiens, François de Roubaix, disparu tragiquement jeune, un fou, un créateur, un artiste qui mélangeait musique électronique, les musiques de films. Ouais, et puis musique de folklore. C'était comme une passerelle entre les musiques de tradition, le folklore, et la musique électronique. Et c'est vrai, vous avez raison, le fait qu'il soit décédé tragiquement à 36 ans dans un accident de plongée lui donne une aura aujourd'hui, un charisme auprès des nouvelles générations, notamment des artistes électroniques. J'adore de Roubaix. Ça, c'est un thème samplé, mais 30 000 fois. Hein. Dernier domicile connu de José Giovanni. Écoutez ça. Fallait le faire. Ouais. Fallait le faire. Le thème arrive là, un thème à la Bach, mais avec une rythmique pop. Là. Moi, je voudrais qu'on salue un géant, c'est Philippe Sard. Ouais. Grand compositeur, évidemment, on ne peut pas penser à Philippe Sard sans penser à Claude Sautet. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Claude Sautet qui lui permet de composer cette musique des choses de la vie. Bien sûr, j'entends ça, je vois cette affiche, et j'ai une forme de mélancolie parce que Claude Sautet, le disque Claude Sautet-Sard est le premier volume de la collection. Et je suis allé interviewer Claude Sautet chez lui, un mois avant sa disparition. Il était malade, il était en traitement. Il avait mis toute son énergie dans ce projet d'anthologie, dans ce disque. On a fait un entretien qui devait être le premier d'une série d'entretiens. Au bout de 40 minutes, il m'a dit « Je suis fatigué, on arrête, vous revenez la semaine prochaine ». Et je ne suis jamais revenu, puisque malheureusement, son état s'est aggravé. Et avec Sard, on a décidé que cet entretien audio avec Sautet, on allait le monter, et on l'a mis en extrait à la fin du disque, et avoir la voix de Sautet, son timbre rocailleux qui rejoignait la musique de sa voix, qui rejoignait la musique de celle de son compositeur. Ouais. C'était magnifique comme symbole. Et la voix de Piccoli et de Romy Schneider, bien sûr. Comment Michel Polnareff se retrouve un jour à composer une musique de film pour Gérard Houry? Je crois qu'Houry avait eu une expérience un peu en demi-teinte avec Georges Delerue sur le cerveau. Et il s'était dit, si je veux quelque chose de plus pop et peut-être de plus moderne, comme ce qu'il attendait sur La Folie des Grandeurs, il faut que j'aille chercher un compositeur pop et moderne. Et c'était un pari fou, parce que ça ressemble à une évidence a posteriori, mais a priori, ça ne l'est pas. Et aujourd'hui, la beauté de ce générique, le carrosse de De Funès qui traverse les paysages andalous sur cette musique-là, c'est quelque chose d'absolument iconique, quoi. On peut pas imaginer le film avec une autre musique. Et s'il nous écoute, là-bas aux États-Unis, on lui dit « Michel, tu es un génie. Écoute ça, La Folie des Grandeurs. » Incroyable, hein, un vrai western. Alors, comment Bertrand Blier va pour les valseuses? Enfin, finalement, Gainsbourg va pas vouloir le faire et il va trouver quelqu'un d'autre. Mais tout le monde va dire, mais t'es ringard, tu vas pas mettre du jazz sur un film comme ça. Eh ben si. Il le fait. Si. Mais vous parlez de Gainsbourg, c'est vrai qu'on sait peu que Gainsbourg a failli écrire la musique des valseuses et qu'il a refusé le film en disant, c'est trop vulgaire. Ce qui paraît quand même assez paradoxal. Et c'est vrai que Blier disait que Depardieu et Devers sur le tournage, il disait quoi, Grappelli, mais c'est qui? Mais c'est Ringo, enfin c'est quoi? Il le connaissait même pas à la limite. Et Blier trouvait, c'est une très belle idée, là aussi, contrepoint, on parlait de contrepoint, le grand Rapneau, là, avoir deux loupards comme ça, qui peuvent avoir une forme d'agressivité, et cette musique, ce jazz-là, un peu suranné, au parfum un peu désuet, leur donne une sorte de tendresse enfouie. Et c'est ça, c'est aussi cette idée de contrepoint, quoi. Ça leur aménage un coin de ciel bleu, Dixit Bertrand Blier. Et là aussi, on peut pas non plus imaginer les valseuses. On peut pas écouter Stéphane Grappelli, écoutez ça, on voit Depardieu et Devers. Ouais. Moi, il y a quelqu'un que je trouve incroyable, c'est Michel Colombier. Ouais. Michel Colombier est un artiste, un génie, disparu aussi, oublié peut-être, qui a tellement de choses incroyables. Ouais. Non, mais c'est vrai que Colombier a des tubes objectifs, mais on ne sait pas que c'est lui. On ne sait pas que c'est lui qui a coécrit le Requiem pour un con ou Elisa avec Gainsbourg. On ne sait pas que c'est lui qui a écrit le thème des hommes volants de Folon qui concluaient les programmes d'Antenne 2 ou l'indicatif de Salut les copains. Et pourtant, c'est un grand compositeur, là aussi, quelqu'un qui est sur une passerelle entre musique savante et musique populaire, notamment pop. Et ça, c'est la musique de l'héritier. De Philippe Labro. Philippe Labro, puisqu'il a une magnifique collaboration de 3 films avec Labro et avec évidemment peut-être le premier film
film qui étreignent leur collaboration, qui est peut-être le plus fort. Écoutez ça, parce que vraiment, il y a une modernité. Ouais. Écoutez. Comment mélanger des bandes originales, comme on dit, en un minimum de temps? Par exemple, ça s'appellerait Méli-Mélo. On trouve ça sur votre, Ah ouais. C'est-à-dire sur que votre coffret. j'ai tenu absolument à ce qu'il y ait un grand talent, mais même un génie du bricolage autodidacte. C'est Jean-Claude Vanier, que j'admire. Genre, s'il nous regarde, je le salue Oui. amicalement. Et je lui dis, Jean-Claude, il faut que tu sois dans cet anniversaire, dans ce livre-disque des 20 ans. Et il m'a dit, écoute, je n'arrive pas à choisir entre une de mes musiques originales pour le cinéma, donc je vais toutes les compresser en un morceau de 3 minutes, c'est-à-dire, comme ça tout le monde entendra cette musique, mais en un minimum de temps. Et c'est son concept, ça s'appelle Méli-Mélo, c'est ce qu'on entend en ce moment. Écoutez, Vanier. Moi, je vous dis vraiment, il faut écouter le reste comme ça, parce que c'est vraiment absolument passionnant, fascinant. Bon, Vanier, évidemment, Mélodie Nelson pour Gainsbourg. Jean-Claude Petit, Oui, Cyrano de Bergerac. ouais. Hein, allez, ça donne ça, Cyrano. C'est la fin, la mort de Cyrano. Et on va entendre la trompette arriver tout à l'heure, parce que Jean-Claude a eu cette idée magnifique en voyant déjà les premières images de Rapneau. C'est le nez de Depardieu et se disant, mais finalement, ce nez-là, c'est une trompette. Et c'est-à-dire qu'il y avait comme s'il y avait une similitude, un parallèle entre le nez, l'instrument, et l'instrument qui racontait aussi le caractère, l'intériorité de Cyrano, c'est-à-dire son côté fanfaron et bravache, bien sûr. C'est une grande collaboration. Et c'est aussi pour Jean-Claude Petit une façon vraiment après Jean de Florette, de se trouver, de se réaliser au cinéma et d'écrire là aussi une musique tout à fait personnelle qui soit un peu en rupture avec toute sa première période, sa carrière, sa première vie professionnelle dans la variété. Oui, et faisait les arrangements de Julien Clerc. Notamment, bien Tous sûr. les grands succès de Julien Clerc. Écoutez Cyrano. Et puis il y a Jacques Tati, musique de Charles Dumont, et puis il y a des choses absolument originales. Qu'est-ce qui fait que ces rencontres, parce que là il y a ces dialogues, ces rencontres à l'intérieur de ce livre-disque, qui fait qu'à un moment donné, des metteurs en scène disent, mais finalement cette musique, cette rencontre avec ce compositeur a influencé même mon scénario. Le film n'aurait pas été le même sans cette musique. C'est une forme d'écriture. On parlait de Sautet tout à l'heure. Sautet disait toujours qu'il avait 2 auteurs sur un film. Il y avait souvent Jean-Loup Dabadi, qui était le scénariste en amont, et Philippe Sard, qui était le scénariste en aval. Et c'est souvent le cas. La musique va profondément influencer l'intention du film. Elle va faire remonter des sentiments enfouis. Elle va apporter des sentiments paradoxaux, contradictoires par rapport à ce qui a été filmé, par rapport aux sentiments ou au dialogue que l'acteur a pu dire. C'est formidable. Moi, je trouve ça me passionne. Et puis surtout, ce qui est là-dedans, dans ce livre-disque des 20 ans, ce sont aussi des musiques qui peuvent s'écouter, qui ont un sens sur les images, mais qui peuvent s'écouter comme des œuvres à part entière, en dehors et au-delà des images. Oui, regardez. Ça, il y en a 3, Ouais. voilà, les 20 ans, 3 vinyles, avec des inédits, avec des remixes, avec des choses qu'on n'avait jamais entendues. Comme ça, c'est absolument incroyable ce que vous faites. Hein. Arrêtez. Vous êtes Entre ici, un Jean archéologue comment dire, vous allez gratter dans des studios, vous allez retrouver des vieilles bandes poussiéreuses, vous exhumez des trésors, c'est incroyable. Mais le côté un peu, je dirais pas Sherlock Holmes, mais le côté jeu de piste comme ça pour arriver à faire vivre ces musiques est un aspect passionnant du travail. On en avait parlé une fois, Patrick, mais j'avais été très frappé un jour dans les archives Icono, sur photos d'Universal, de trouver une photo de Delon encadrée par Michel Legrand et Eddie Barclay. Puis tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font ces 3-là ensemble? J'en parle à Michel Legrand, je lui dis, tu as travaillé avec Delon? Il dit non. Il voit la photo, il dit, mais oui. Il me dit, après avoir vu l'affaire Thomas Crown au printemps 68, Eddie Barclay s'est dit, on va faire une version française de la chanson du film et on va la faire chanter par un comédien qui serait l'équivalent de Steve McQueen en France.
c'est Alain Delon. Donc ils enregistrent la chanson avec l'idée de faire un album. L'album ne se fait pas, Delon part tourner un film, et il ne reste qu'une chanson fantôme qui est quelque part dans les archives de Barclay. Et donc vous allez partir, j'allais presque dire, avec votre scaphandre pour retrouver la bande, dans les souterrains de la maison de disques pour les retrouver, cette bande. Il y a une fille formidable qui travaille aux archives, qui s'appelle Noël de Bailleul, et qui a retrouvé la chanson Les Moulins de mon cœur par Delon. Et donc le premier enregistrement de cette chanson emblématique de Legrand, c'est Alain Delon qui l'a interprété. Et donc on l'a sorti en 2013, 45 ans après son enregistrement. Et j'ai chez moi une lettre magnifique, c'est Legrand qui s'adresse à Delon en lui disant « Alain, on a retrouvé cet enregistrement, est-ce que tu nous autoriserais ?» conditionnelle, à la publier, à la rendre accessible au public. Et Delon fait une réponse manuscrite, mais déchirante. Il lui dit « Michel, avant que je l'interprète, cette chanson, elle est à toi, tu fais ce que tu veux. Oui. » Et c'est vrai que vous avez fait une anthologie des musiques de films d'Alain Delon, et que quand Belmondo a vu ça, il vous a dit « moi, j'aimerais bien avoir la même chose. » On l'a fait, c'est sorti en mois de décembre, ouais. Un très beau vinyle, Jean-Paul Belmondo, dont je suis très fier, parce que là aussi, ce sont des vedettes qui ont aimanté des compositeurs absolument fracassants, qui sont ceux qu'on vient d'évoquer. Delru, évidemment, Sard, de Roubaix, ouais. Et les autres, Francis Lay. Ah ben oui, alors vous êtes tellement incroyable, Stéphane, c'est que je sais, vous imitez même, parce que ce sont des personnages, ces compositeurs. Ils ont tous des caractères incroyables. Par exemple, Philippe Sard. Vous faites une imitation. Alors, tout le monde ne connaît pas forcément Philippe Sard. Moi, j'ai le plaisir de l'interviewer. Mais il parle comment, Philippe Sard? Attendez, vous croyez qu'on est au caveau de la République? Vous me prenez pour le fils caché de Jean Roucas, peut-être? Non, mais c'est vrai que moi, j'ai une émotion à avoir passé autant de temps. Quand je regarde ce livre-disque des 20 ans, je me dis, mais on a tous passé, parce que c'est pas que moi, c'est une équipe chez Universal Music. On nous a donné les moyens de mener à bien cette mission presque de service public, de faire vivre cette mémoire avec toute cette équipe, d'écouter le cinéma. Mais je pense avec beaucoup d'émotion à tous ces compositeurs, parce que c'est aussi, je dirais pas un âge d'or, ce serait passéiste, mais il y a quand même une grande époque où les compositeurs avaient la chance de pouvoir écrire pour les films de musique qui soient à 200% original. Et ces compositeurs-là, beaucoup sont partis aujourd'hui. Et je pense, en me replongeant dans ces interviews à John Barry, c'est-à-dire le père musical de James Bond, quasiment, dans sa retraite de Oyster Bay, près de New York, comme ça, des heures passées avec lui à l'interroger. Je pense à Quincy Jones, je pense à Maurice Jarre. On avait commencé ensemble un coffret. Il est mort. Et je suis entré un an après dans son bureau, dans sa pièce de travail à Malibu. Sa femme a ouvert la porte de ce bureau. Et c'est comme si Maurice Jarre était toujours là. Il y avait un bout de partition inachevé sur le piano. Et dans un coin, des boîtes à chaussures remplies de cassettes, de petites cassettes sur lesquelles il enregistrait ses séances de travail avec ses metteurs en scène. J'en ai pris une, j'ai appuyé sur play. Et là, j'ai entendu la voix de Maurice dialoguant avec Hitchcock. Ça, c'est le temps aboli, c'est le temps arrêté. Vous devenez le témoin invisible d'une rencontre entre deux géants. Ouais. Oui, c'est incroyable. Lalo Schifrin aussi. Lalo Schifrin, bien sûr. Il vous raconte comment il va composer Les Félins avec Delon, entre autres. Tout ça est dans ce coffret formidable. Donc, je ne vous demanderai pas d'imiter ni même Vladimir Cosma. Vous le faites pourtant très bien. Quand je lui parle devant lui, il a l'impression que je suis lui-même. Oui, Stéphane Le Rouge. Moi, avant de se quitter, on va entendre dernière musique. J'ai gardé, je dis pas le meilleur pour la fin, mais quand même un géant immense. Il était d'ailleurs venu nous en parler au moment de sa disparition. C'est Ennio Morricone et le clan des Siciliens, parce que ça rassemble d'ailleurs toutes les vedettes à un moment donné de l'époque, et Ventura, et Delon, et Gabba. Ouais. C'est magnifique parce que c'était un des films français, quand Morricone était en France, il se sentait comme une obligation le plus souvent de jouer le thème du clan des Siciliens. Et je trouve quelque chose de magique, ces fameuses guimbardes siciliennes, les Maranzani, un thème qui est inspiré d'un prélude pour orgue de Bach, quelques thèmes un peu plus expérimentaux dans le film, et Morricone disait, pour moi, cette partition est une synthèse. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans la musique de film et dans la musique du clan des Siciliens. Merci Stéphane. Merci. Regardez, les 3 vinyles et puis le coffret 2 CD pour revivre 20 ans d'une aventure hors norme, une aventure discographique
à la rencontre, à la découverte de tous ces génies de la musique de film. Je dois dire que, vous savez, en plus, c'est un combat contre la mémoire qui s'érode, contre le temps qui passe, c'est aussi une lutte contre l'oubli. Et donc on a fait ça pour marquer le coup des 20 ans, et tout ça est en tirage limité. C'est-à-dire on en a fait 2000, et après ce sera fini. Alors, donc dépêchez-vous. Faut se dépêcher. Faut se dépêcher. Allez, on se quitte avec Ennio Morricone encore, le Clan des Siciliens. Merci Stéphane Leroux Merci, d'avoir été avec Patrick. nous.